Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et plus précisément de la matière première star au terme de cette année 2023. Quand on regarde la performance des cours des matières premières, nous parlons de l'uranium avec Carmine Defranco qui est à mes côtés en plateau, le responsable de la recherche d'Ociam. Bonsoir Carmine. Bonsoir Grégoire. Car oui, c'est vous qui me l'avez appris en préparant cette interview. Alors j'ai été un peu rapide dans la présentation. Seul le jus d'orange a fait mieux que l'uranium cette année dans le compartiment vaste des matières premières. C'est vrai que si on avait posé la question en fin décembre 2022, quel serait le top 3 des matières premières, c'est le jus d'orange, l'uranium et le cacao. À ne pas mélanger, hein, c'est voilà. Il vaut mieux éviter. Il y a un intrus dans le trio de tête, effectivement. Le sujet qui nous intéresse, c'est celui de l'uranium. Donc quasiment 70% de progression pour les cours de l'uranium, c'est le yellow cake, c'est ça qu'on arrive à mesurer sur les marchés financiers, Carmine. Ce que vous dites dans l'analyse que vous nous apportez, c'est pas tant à ce stade, c'est pas tant un sujet de demande que d'offre qui explique cette performance de l'uranium. Voilà, donc on rappelle juste simplement, par rapport à d'autres matières premières, des métaux, l'uranium c'est un marché tout petit et qui n'est pas un marché organisé. Donc, quand on parle même de prix, c'est toujours un concept un petit peu vague, puisque c'est un marché très particulier, très concentré, de gré à gré, et c'est un marché, contrairement à d'autres, comme par exemple sur le pétrole, où il y a une trentaine de pays qui ont un appareil nucléaire, et donc des acheteurs, et il y a 4, 5, 6 pays qui produisent, dont le top 2, top 3 représente 70% du marché. Et donc du coup, il y a un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande. Ajoutez à cela que depuis Fukushima en 2011, avec une sortie assez importante du nucléaire, on a vu des investissements baisser de manière dramatique, puisque les prix de l'uranium n'étaient pas assez suffisants pour rentabiliser les investissements, les mines et tout le processus. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'offre disponible sur le marché n'est pas assez suffisante, d'autant plus qu'on vient de l'apprendre, parmi le peu d'avancées qu'on a vues à la COP, c'est cette idée de pouvoir augmenter significativement la part du nucléaire dans le mix énergétique. Donc tout ça, ce sont des ingrédients qui finalement ont poussé cette matière première à des prix assez élevés. Je pense qu'on n'en est pas à la fin, puisque les facteurs structurels restent là et ils ne vont pas disparaître rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces problèmes d'offre, de ces craintes sur l'offre qui ont généré cette performance de quasiment 70% pour les cours de l'uranium? Et pourquoi est-ce que vous estimez que ces contraintes sur l'offre vont encore peser, que ce n'est pas juste un problème conjoncturel de court terme? Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas comme un champ de pétrole dans lequel on peut augmenter la production un petit peu en fonction du prix. Donc on est dans un système où il va falloir faire des investissements importants aujourd'hui pour être sûr que dans 5, 6, 7 ans, on peut commencer à augmenter la production. Or, investir aujourd'hui avec des taux élevés, vous en parlez tout à l'heure, c'est très compliqué parce que vous avez des alternatives d'investissement intéressantes, d'autant plus que quand on parle de mines d'uranium, on peut parler du Canada et de l'Australie. Ce sont des pays dans lesquels, effectivement, il y a une culture minière très, très sophistiquée. Mais il y a aussi beaucoup de pays qui, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, souffrent d'instabilité géopolitique. La Russie, le Kazakhstan, le Niger, le Namibia, etc. Donc, même là où on pourrait avoir du potentiel pour développer, beaucoup d'entreprises, c'est souvent des entreprises européennes, américaines, souffrent ou en tout cas ont du mal à se projeter. Ajoutez à cela la dernière qui provenant des États-Unis où la House, donc le Congrès, la Chambre des représentants, a approuvé le fait que le gouvernement pourrait interdire l'import de fuel pour les centrales nucléaires venant de la Russie. Or, il faut savoir que la Russie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan fournissent environ 30% de la matière première aux États-Unis. Donc vous voyez que vous êtes un gros acheteur comme les États-Unis, vous voulez vous couper en théorie, parce qu'après il y a toujours les détails, des pays liés à la Russie, vous n'avez pas trop d'alternatives. Et donc ça représente un problème. J'ajoute juste un dernier élément, c'est que depuis 10 ans, avec la baisse de la production de matières premières, on a trouvé des sources alternatives qui viennent du démantèlement des centrales anciennes ou même d'armement. Et or, ici, même si d'un point de vue minier, la Russie n'est pas un acteur majeur, il représente 10% environ, il reste quand même un acteur majeur dans cette partie du marché, environ 45%. Donc on ne peut pas s'en passer de ce pays, surtout en Europe. Et donc du coup, vous voyez que les marges de manœuvre pour les centrales, donc les exploitants de centrales, devient très 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 minime. Ouais. Oui, surtout que l'uranium qu'on reconsomme d'une certaine manière, c'est un stock fini, là aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours un peu... Il y avait un physicien dans les années 80 qui disait que
Théoriquement, l'uranium, c'est une source inépuisable, puisque pour des raisons chimiques, etc. Bon, évidemment, on parle d'uranium utilisable dans le central. Mais il est vrai que ce n'est pas un problème d'en trouver. On ne parle pas de manque. C'est un problème d'investissement. Et ça se lie à une volonté, y compris politique, d'assurer une part conséquente au nucléaire. Parce que vous mettez-vous à la place d'une entreprise qui est dans ce business. Elle ne va pas investir si elle n'est pas sûre de pouvoir avoir un marché fixe. Et le contrat, la plupart des ventes de l'uranium se font avec des contrats à très long terme, à 20 à 25 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du court terme puisqu'on essaie de trouver des sources alternatives. Mais idéalement, on aurait envie d'avoir un marché très long terme, ce qui veut dire un commitment très clair. C'est un petit peu la news de la COP qu'on vient d'avoir. Comment, effectivement, dans un monde beaucoup plus polarisé aujourd'hui entre différents grands blocs géopolitiques, il y a ce concept, alors le concept de mondialisation n'a pas disparu totalement non plus, mais il s'est réorienté vers l'idée de friendshoring ou de travailler avec des pays avec lesquels on partage des régimes politiques, on partage des choses communes, des valeurs, pour ne pas, effectivement, pour dire les choses. Carmine, comment on peut imaginer une relance du nucléaire, puisque c'est le sujet, et comme vous l'avez dit, ça fait partie des avancées de la COP 28. Comment est-ce que cette relance du nucléaire peut s'organiser à travers le monde entre des pays producteurs et des pays développeurs de centrales nucléaires pour leur compte propre ou pour le compte d'autres clients? Si on prend le point de vue, disons, de l'Occident, je pense qu'aujourd'hui, nous avons à la fois des entreprises qui sont leaders dans leur métier, y compris en France, enfin surtout en France. On a aussi la chance d'avoir des pays alliés qui sont des fournisseurs très très importants et qui peuvent augmenter, qui peuvent développer plus. Donc, vous disiez le Canada et l'Australie. Les États-Unis pourront certainement faire plus. Et d'ailleurs, dans le IRA, il y a des éléments pour que l'uranium, en tout cas, puisse être sourcé plus sur le continent nord-américain. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de sujet. Or, cela ne va pas dire qu'il faut se couper des partenariats qu'on peut nouer, par exemple, avec des pays en Afrique, puisqu'il y a des pays qui ont du potentiel. Évidemment, à court terme, les pays auxquels on pense, notamment le Niger par exemple, ce sont des pays dans lesquels effectivement investir à très long terme avec peu de stabilité peut être un problème. Et donc du coup cela passe par deux choses. D'une part, c'est de sécuriser un accès à la matière première, cela ça reste faisable, mais aussi sécuriser une place raisonnable au nucléaire. Or, c'est peut-être le point de pessimisme, quand on regarde les pays qui ont signé cette volonté de tripler la part du nucléaire, c'est une trentaine de pays. Une trentaine de pays. Ouais. Et donc vous voyez que par exemple en Europe, alors j'ajoute aussi le Royaume-Uni, même si probablement ils ne seront pas très contents, mais disons qu'il y a eu la France, le Royaume-Uni, les pays nordiques et les pays de l'Europe de l'Est, pour des raisons historiques et aussi pour des raisons de géopolitique. Et par contre, il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas l'Italie. Donc vous voyez que même l'Europe n'a pas une même voix sous le sujet. Et donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait freiner à terme. Pour les entreprises qui veulent développer de l'appareil nucléaire, voilà, savoir que tout le continent peut avoir les moyens de le faire ou pas, peut être un élément majeur. Pourquoi vous dites que le Royaume-Uni ne sera pas très content d'être mis avec les pro-nucléaires? Non, avec l'Europe. Ah, avec l'Europe. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Mais disons que voilà, il y a beaucoup de liens historiques et donc je le mets encore avec l'Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'Europe elle est très divisée sur ce sujet. On l'a vu même il y a 12 mois sur la taxonomie. Et donc effectivement il y a des pays qui ont poussé pour que le nucléaire soit considéré ou pas. Quoi qu'on en dise, physiquement et géographiquement, ils sont toujours là de l'autre côté de la Manche. Ils ne bougeront pas de ce point de vue-là. Tout à fait. C'est un thème d'investissement, c'est un thème qu'on peut exploiter sur les marchés en tant qu'investisseur, ça. Alors, on peut le jouer de différentes formes. Donc, soit on peut adresser via des acteurs majeurs dans le mining. Et donc, il y a des entreprises, y compris une des gros producteurs, c'est une entreprise canadienne, Cameco. Il y a Locake, il y a Rhonium Energy. Donc, c'est des pure players. Donc là, vous avez vraiment une exposition à la matière première. Et puis, vous pouvez aussi jouer le compartiment. Donc, par exemple, vous pouvez aller jouer des entreprises qui sont liées à la supply chain. Et donc là, vous avez accès à des gros monopoles ou alors des conglomérats industriels qui peuvent fournir les services. Donc il y a différentes façons de le jouer. On peut jouer aussi la commodities en tant que telle. Ça reste plus compliqué, plus risqué. Ouais. C'est un marché de gré à gré. Je pense que d'un point de vue de diversification de portefeuille, c'est peut-être plus simple de le jouer via les entreprises actives sur le sujet. Quelle chance on donne au nucléaire pour le mix énergétique de demain, Carmine, dans le sens où, vous
l'avez très bien décrit, c'est des projets de très long terme. Avec des risques d'exécution importants, liés à la géopolitique, mais pas uniquement, liés aux compétences aussi. Vous présentiez la France comme étant effectivement pionnier en matière de développement nucléaire. Évidemment, sauf que chez EDF ou ailleurs, tout le monde nous explique que les compétences qu'on avait pour construire notre parc nucléaire, on les a plus aujourd'hui, etc., etc., etc. Est-ce que oui, c'est un choix rationnel, éclairé et pertinent que font cette trentaine de pays sur des horizons de temps qui sont encore une fois très longs? On développe du solaire et des éoliennes beaucoup plus rapidement, pour dire les choses. C'est vrai, c'est aussi le cœur du débat entre ceux qui, disons, peut-être le mot pro-nucléaire et anti-nucléaire, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça représente un petit peu les deux groupes. Ceux qui sont contre, ils vont vous dire, et à juste titre, ce sont des investissements colossaux qui nécessitent un engagement centenaire. Vous voyez, la France, c'est l'exemple typique. C'est un pays qui s'est engagé pendant des décennies sur le sujet. Et donc, ils vont vous dire, il serait mieux de déplacer ou d'utiliser ces montants importants vers le développement d'autres énergies. Et puis il y aura d'autres, donc je le mets les camps des plus nucléaires, qui vont vous dire que de toute façon, dans un mix énergétique robuste, dans un mix énergétique qui pourra faire face aux différents aléas, nous allons avoir besoin d'une composante qui puisse être allumée et éteinte. Encore une fois, ce n'est pas le cas avec les centrales nucléaires, mais en tout cas, ce qu'on appelle de la base load sûre. Ça veut dire qu'on en a besoin et on a accès à cette énergie. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourra pas s'en passer. Et donc, certains pays, surtout ceux qui ont déjà du dispositif, ont peut-être intérêt à le muscler, à doubler, à augmenter. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être un sujet plus compliqué. Le risque étant qu'avec les nouvelles avancées technologiques, on pourra peut-être construire des réacteurs modulaires plus petits, peut-être moins chers, peut-être plus faciles à exécuter. Le risque, c'est de couper une des peu de sources fiables et bas carbonées auxquelles on peut avoir accès. Et donc du coup, le choix est assez compliqué. Je pense que le choix pour des pays qui ont déjà un gros dispositif, comme la France ou les États-Unis, c'est probablement un non-choix. Oui, c'est ça, oui. C'est la chose à faire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison d'en sortir. Capitalisons sur ce parc nucléaire qui existe et qui nécessite d'être développé. Alors après, on peut aussi voir du point de vue de l'Allemagne. Donc on peut se poser des questions s'il était sage de fermer des centrales nucléaires et augmenter la part de charbon. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les enjeux de demain des décideurs. Mais c'est vrai que sous le point de compétence, ça part d'un engagement pluridécennal, y compris politique. Donc aucune entreprise va investir s'il n'est pas sûr de pouvoir délivrer. Des horizons qui dépassent les mandats des personnes en poste, évidemment, au moment où elles décident de lancer le CEO et les présidents. Et le CEO, les présidents, effectivement. Merci beaucoup, Carmine. Carmine Defranco qui venait nous éclairer donc, sur cette année de l'uranium dans le compartiment des matières premières, responsable de la recherche d'Ociam, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.